Alors dimanche, c'est les élections présidentielles. Et évidemment, le Canard, c'est un média, tu vois. Donc les médias ne prennent pas position pour un candidat ou un autre, quoi. Je veux dire, BFM ne prend pas position pour un candidat, TF1 non plus, quoi. CNews non plus, évidemment. Mais vu qu'on est des putains de Français, on va quand même balancer notre avis. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer pour qui je vais voter et surtout pourquoi je vais voter pour cette personne. Le suspense est vraiment insoutenable. Après, évidemment, c'est pas une consigne de vote, hein. Les consignes de vote, ça n'existe plus, c'est débile de faire ça. Et surtout, vous faites ce que vous voulez. Et je sais très bien que vous n'avez pas attendu le fait que je vous dise que vous pouvez faire ce que vous voulez pour faire ce que vous voulez. Parce qu'on est sur internet, on se laisse dominer par personne, on est des putains de réfractaires, et c'est juste que nous on pose notre avis sur la table, vous en faites ce que vous voulez. Bref, pour la première fois au Canard, on va enfin parler de Mélenchon. Bon, on va pas parler là tout de suite de Mélenchon, on va faire un petit détour, tu vas voir. Alors déjà, de base, le truc qu'il y a dans ma tête, c'est que la revendication ultime d'un mouvement social, c'est d'obtenir la démocratie. Pourquoi? Parce que si tu t'attaches juste à une revendication, au meilleur des cas, tu auras une petite victoire. Alors que si tu accèdes à la démocratie, là tu vas avoir un outil qui va te permettre d'enchaîner les victoires. Et ça, c'est la stratégie des Gilets jaunes. Les revendications sociales sont importantes, mais elles ont été remplacées stratégiquement par le référendum d'initiative citoyenne. Avec ce RIC, il suffit d'une pétition pour déclencher un référendum pour changer par exemple les institutions, bloquer le prix de l'essence, augmenter les salaires, réguler la finance, etc. Pendant les Gilets jaunes, il n'y avait pas forcément de gauche ou de droite, on était tous ensemble pour la démocratie. Parce que même si on avait des avis différents, on a tous intérêt à la démocratie, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire avancer les choses. Et si on doit s'engueuler sur des sujets législatifs, il faut que ce soit fait après avoir fait la petite révolution constituante. Parce que sinon, on s'engueule entre nous pendant que les riches, eux, ils nous assomment. Enfin ça, c'était le plan, sur le papier c'était très beau, mais ça n'a pas marché comme il faut. On s'est fait gazer, matraquer, puis on s'est fatigué, on s'est engueulé, les rangs se sont clairsemés. Le petit Macron a renforcé son pouvoir, et il a demandé à ses chiens de garde de faire le boulot médiatique et policier. Et au final, il en ressort grandi. La bourgeoisie est à ses côtés, prêt à le refaire élire pour 5 ans de plus. Macron se prépare à 10 ans de règne, et comment il a obtenu ce pouvoir? Grâce à l'élection. C'est grâce à ce cirque qui recommence encore une fois en ce moment que Macron a eu la justice, la police et l'armée à ses ordres, qu'il a pu protéger les monopoles médiatiques de ces milliardaires qui lui assurent ses arrières. Bref, de manière très factuelle, l'élection lui a donné le pouvoir. Car évidemment, l'élection n'est pas en soi démocratique. Il y a tout un contexte à considérer autour, et notamment en France, avec l'appropriation des médias par une caste financière, celle-là même qui finance et construit à partir de rien les candidats, des candidats qui deviennent présidents et qui court-circuitent le Parlement, répriment le peuple, use constamment de langue de bois, ne rend aucun compte et ne fait que de la com sans qu'aucun média ne lui demande quoi que ce soit. L'élection en France permet aux plus riches d'acheter le pouvoir. On n'est donc pas en démocratie, on est en plutocratie. Ce sont les gens qui ont de l'argent qui gouvernent, c'est pas le peuple qui impose sa loi. Un pouvoir qui, grâce à l'élection, devient légitime. Bah ouais, Macron il a été élu. Donc ça veut dire qu'il est le représentant du peuple, le représentant de la volonté populaire. Donc attaquer Macron, c'est attaquer la volonté du peuple, et il n'y a jamais assez de flics pour réprimer ce genre d'action. Donc ça part en manifestation et on se fait réprimer, et alors vient les élections, la machine médiatique se relance, relégitimant le pouvoir, et hop, c'est reparti pour 5 ans. Et ça fait des décennies que ça dure, des décennies qu'on compte les défaites. En attendant, la misère s'accumule, nos droits s'effritent, nos vies perdent de la valeur, le délitement écologique n'est pas anticipé, et les guerres impérialistes continuent. Bref, c'est la merde. C'est la merde. Alors quand un vieux costard cravate rouge nous dit que c'est par cette même élection qu'on va réussir à faire la révolution, la 6ème République et tout changer, forcément notre premier réflexe c'est pas vraiment de l'écouter et encore moins de lui faire confiance. Surtout que c'est pas la première fois qu'on nous fait des promesses. Et pourtant on a essayé plein de trucs, hein, les manifs, les marches, les événements médiatiques et même les carnavals. Sauf que on reste au même endroit parce qu'on a échoué à chaque fois. Alors perdu pour perdu, autant ne pas donner nos voix, autant la garder pour nous, la garder intacte, la garder pour des choses plus heureuses, plus humaines et sans doute un petit peu moins décevantes. Et moi j'avoue, je suis d'accord avec le tableau qu'on a dressé, et je suis à peu près d'accord avec cette opinion-là. J'étais d'autant plus d'accord après Nuit debout, après l'élection de 2017 et après les Gilets jaunes qu'on a espéré quelque chose et qu'on a été déçu du résultat. Cette sorte d'impuissance, tu sais, cet abattement que rien ne vient relever. Sauf que ce raisonnement-là, le problème c'est pas qu'il est juste, c'est que je crois qu'il n'est pas mené jusqu'au bout. On a l'impression qu'il y a un mur devant nous, mais quand on se rapproche, ce mur-là semble beaucoup plus fragile. On voit des fissures, on voit des opportunités, des trous de souris dans lesquels on peut se glisser. Et pour voir ce trou de souris, il faut quitter la France pour aller en Amérique latine. Avec eux, on apprend une chose importante.
L'élection ne donne pas toujours le pouvoir aux plus riches. En réalité, elle donne à chaque fois le pouvoir à ceux qui sont le mieux organisés pour gagner cette élection. Souvent, c'est les plus riches, mais c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, au Venezuela, la révolution est passée par les urnes et ça a permis de diminuer de 30% la pauvreté, de diminuer l'extrême pauvreté de 72% et d'alphabétiser 1 250 000 personnes avant que la crise économique ne frappe le pays. En Équateur, le socialiste Correa a été élu en 2007 et a divisé par 3 le taux d'illettrisme. Le SMIC a doublé, un audit a rendu illégitime 40% de la dette qui fut réinvestie dans la lutte contre la pauvreté, qui est passée de 36 à 22%. Et ce petit pays indépendant a protégé Assange dans son ambassade en Angleterre face à l'empire états-unien pendant 5 ans. En Bolivie, c'est pareil, Morales puis Arce ont été élus. Ils ont fait reculer de 50% la mortalité infantile et de 14% la sous-nutrition des enfants. Un programme d'éducation a permis l'alphabétisation d'1 million d'habitants et ils ont reculé l'âge de la retraite à 58 ans avec un revenu garanti, ce qui fait que l'extrême pauvreté est passée de 38% à 15%. Ils ont même résisté à un coup d'État soutenu par les États-Unis. Comment? Là encore, par l'élection. Tous ces pays qui ont eu en commun de nationaliser les grandes industries pétrolières et minières pour redistribuer ensuite les bénéfices à la population. Et au Chili, ils sont en train d'écrire la même histoire. Ils ont élu récemment un président qui a juré de préserver l'Assemblée constituante, qui a elle aussi été élue il y a quelques mois et qui a été investie par des indépendants. Une constituante elle-même obtenue et arrachée au pouvoir par la rue. Ils reprennent alors le même chemin, celui de lutter contre la misère par la démocratie. Et c'est marrant que ce soit le Chili qui fasse ça parce que eux aussi, ils avaient élu en 71 Allende, qui était un socialiste et qui avait permis, avant son assassinat, de nationaliser et redistribuer énormément de richesses. Et souvent, lorsqu'ils réussissent à gagner cette élection qu'ils n'étaient pas censés gagner, la première chose qu'ils font, c'est lancer un processus constituant pour changer les règles du pouvoir et s'assurer que les riches soient totalement désarmés et que le pouvoir reste dans les mains du peuple. L'élection devient alors un pied dans la porte, qui est parfois élégant, parfois un peu moins élégant, mais ça reste un pied dans la porte pour pouvoir installer une véritable démocratie. Alors évidemment, ça va pas assez loin. Le Mexique par exemple est pas assez radical, le Brésil eux, ils ont perdu le pouvoir, et on pourra faire le procès de toutes ces révolutions, mais chacune d'entre elles a permis concrètement de sortir de la misère des millions de personnes, et puis accessoirement de former des alliances internationales renforçant l'indépendance de ces pays, et d'entretenir un mouvement social qui a pu s'organiser et déborder au-delà de ces élections. Avec eux, des changements sont possibles, des choses s'espèrent et se font, et ça va nous faire aussi de sacrés alliés si nous aussi on entre dans la danse. Alors évidemment, on regarde en Amérique latine, mais nous, les Français, on reste chauvins, on reste les meilleurs. Mais c'est quand même intéressant de regarder ce qu'ils font là-bas. Bah ouais, parce que si eux, ils ont réussi à renverser des gouvernements fantoches encore pires que les nôtres, grâce à ces élections, bah ça veut dire que nous aussi, on pourrait le faire grâce à ces élections. Et ils l'ont fait avec moins de partis, avec moins de médias, avec moins de liberté d'expression. Donc c'est pas impossible que ça arrive en France. Surtout que chez nous, pour le moment, et pourvu que ça dure, le vote électronique est ultra minoritaire, il y a quelques villes en France, mais il n'y a pas grand-chose. Et avec le système d'assesseurs, c'est très compliqué de bourrer des urnes. Ce qui veut dire qu'il suffit de convaincre une majorité de gens pour gagner ces élections. Donc l'élection a été pensée et a été créée pour protéger les riches, pour qu'ils puissent avoir un pouvoir légitime, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas l'investir de manière intelligente et stratégique pour remporter des victoires. Pas la grande victoire qui ferait qu'on sera tous heureux, mais des victoires quand même. Et ça, c'est l'histoire qui le montre. Tout est donc une question de rapport de force, et là aussi, il y a quelque chose d'important à signaler, c'est qu'on n'a jamais été aussi fort. Pourquoi je dis ça alors qu'on a l'impression qu'on n'arrête pas de perdre des matchs? Bah tout simplement parce que la politique, c'est pas du foot. Il n'y a pas des gagnants et des perdants d'à côté. Alors on est d'accord, il y a des gens qui profitent du fait qu'il n'y a plus d'ISF pour pouvoir s'acheter des yachts, quand d'autres se prennent de la misère dans la gueule. On est d'accord. Mais prenons un exemple pour bien expliquer les choses. En 2005, il y a eu le référendum sur la Constitution européenne. Il y a eu une grande mobilisation et au final, c'est le non qui l'a emporté à 55%. Sauf que Hollande et Sarkozy ils ont quand même validé le texte 3 ans plus tard, juste en le rebaptisant Traité de Lisbonne. Donc à première vue, c'est une défaite. Sauf que pas vraiment en fait. Déjà parce qu'il y a eu un grand débat qui a politisé des millions de personnes et qui a permis de remporter une victoire contre les médias et contre les principaux partis politiques alors que le texte à la base était très complexe. Des millions de gens ont réfléchi, débattu et finalement pris position contre le libéralisme. Avec ce référendum, il y a un certain Étienne Chouard qui commence à réfléchir à des théories démocratiques qui deviendront virales dans les années 2010, sauvant des dizaines de milliers de personnes d'un franco-suisse qui était à l'époque très présent sur YouTube. Chouard influencera
influencera largement ensuite le mouvement des Gilets jaunes, lui donnant une base politique fédératrice, le RIC. De son côté, le Parti socialiste commença sa rupture, avec la naissance d'un bloc de gauche anti-libéral, celle-là qui avait mené campagne pour le non, qui se concrétisera avec la création du Parti de gauche en 2008 et la naissance d'une stratégie qu'ils ont appelée le populisme de gauche. Un populisme qui a survécu à l'effondrement du PS après le mandat d'Hollande et qui deviendra la grande force de contestation constituante du pays en 2017 et 2022 via la France Insoumise. Donc en réalité, le référendum de 2005, c'est pas une victoire, c'est pas une défaite, c'est un événement, une étape qui a permis de constituer les deux plus grandes forces contestataires et constituantes du pays. Que ce soit d'un côté la France Insoumise, qu'on soit d'accord ou pas, ils ont fait 7 millions avec la 6ème République, etc. en 2017, et avec les Gilets jaunes devenus constituants grâce à Étienne Chouard. Donc quand on regarde ces deux trucs-là, moi j'ai du mal à appeler ça une défaite quand même. Et pareil pour le mouvement Nuit debout qui a politisé toute une génération, la mienne, et qui a permis de créer une première volée de médias alternatifs sur YouTube, comme les Gilets jaunes qui ont transformé des millions de personnes en militants pour la démocratie, occupant Internet comme personne auparavant, et organisant sur les ronds-points et sur Internet des moments d'éducation populaire, dont le canard est une de ses conséquences. Et surtout pour moi, l'élection c'est plus une sorte de formalité qu'autre chose, c'est pas quelque chose d'incroyable, c'est on gagne l'élection, pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte de transformer la société avant pour que cette élection puisse être gagnée, et après c'est toujours nous qui transformons la société. L'élection c'est juste une formalité, c'est juste un point technique de l'évolution, le mouvement social, de comment est-ce que nous, le peuple, on écrit l'histoire de France. Et c'est là où je suis pas d'accord avec Mélenchon, le vote il est pas sacré en vrai, hein. C'est pas une responsabilité, c'est pas une église, c'est pas un engagement, c'est pas quelque chose qui salit ou qui fait quoi que ce soit, c'est juste un truc à faire le dimanche qui te prend 15 minutes, rien de plus. Voter Mélenchon ne fera pas de moi un insoumis, ne m'obligera pas à porter leur costume cravate là, et ne m'obligera pas à parler comme eux ni avoir les mêmes idées qu'eux. C'est pour ça la 6ème République, elle sera pas parfaite, c'est sûr, mais elle va permettre de faire une chose, débloquer la situation. Ça va donner un débouché politique à toutes nos revendications, à toutes les injustices qu'on vit. Genre t'es pour rester dans le nucléaire, tu peux organiser un référendum. T'es pour, je sais pas moi, fermer la bourse à Paris, tu organises un référendum. T'es pour refaire une nouvelle constitution avec 100% de tirés au sort, tu peux faire un référendum. T'es pour dégager un membre du gouvernement qui a fait de la merde, tu peux organiser un référendum. Et ça, sans attendre la consigne de quelconque représentant ou parti politique, parce qu'on est suffisamment organisé entre nous sur Internet pour pouvoir faire de telles choses. On va pouvoir aller conquérir des victoires législatives, c'est-à-dire celles qui importent réellement pour transformer la vie des gens, et ça, sans attendre le fait qu'un psychopathe au pouvoir accepte nos revendications qu'il n'a pas du tout intérêt à accepter. Et sans qu'on soit obligé d'aller dans des manifestations dont l'efficacité est un peu douteuse. Et je veux voir les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, etc. bosser sur un sujet précis et pas juste faire de la contestation un peu facile. Et ça va être possible uniquement si on sait que derrière, il y a un débouché politique. C'est juste en réalité que je ne veux plus dépendre d'institutions monarchiques qui préservent le pouvoir des riches et des milliardaires et qui nous entubent à chaque fois. J'en ai marre d'être dans une situation d'impuissance politique permanente qui ne crée que de la frustration. Je veux que mes idées aboutissent à quelque chose qui ne soit pas juste une opinion qu'on peut aller tweeter. La seule question que je me pose, est-ce que ça vaut le coup d'investir 15 minutes pour voter, pour en échange avoir le SMIC à 1004, avoir l'essence à 1,40 €, avoir la 6ème République et libérer Assange? Rien que pour Assange. Rien que pour Assange en vrai. Et même s'il y a une chance qu'il trahisse ou qu'il y a un complot de la finance ou qu'il est beaucoup plus, lâche que ce qu'il présume, tu vois, tout ça c'est possible, je suis d'accord, tout ça c'est possible. Mais du coup on préfère un Mélenchon qui a un peu trahi ou un Macron qui lui va tenir toutes ses promesses? Parce que c'est ça en fait le truc. Parce que Macron lui il va les tenir ses promesses, hein. Ça c'est sûr, il va les tenir. Pour moi c'est ça l'unique question. Le reste c'est des postures, c'est des opinions, c'est pas de la stratégie. Pourquoi je dis ça? Parce que encore une fois, et c'est le message le plus important de cette vidéo, le vote, ce n'est pas un engagement, ce n'est pas une adhésion. Le droit de vote, c'est juste la possibilité pour nous de sortir d'une impasse politique. C'est un choix stratégique, uniquement stratégique et seulement stratégique. Et je comprends ceux qui disent que l'élection n'est pas suffisante, ceux qui disent qu'il faut faire des luttes plus culturelles, ou alors plus joyeuses, plus massives, plus bordéliques, plus thématiques, ou alors des trucs liés directement à l'éducation populaire. Je comprends parce que je suis totalement d'accord avec ça en fait. Il faut de tout, tout le temps, en permanence. Et rien n'est contradictoire, parce que voter, c'est 15 minutes dans une journée, le reste nous appartient et nous appartiendra toujours. Toutes ces approches sont légitimes, elles sont nécessaires, elles sont utiles, et toutes ces approches vont prendre un sens totalement nouveau avec la 6ème République, parce qu'il va y avoir un débouché politique. Nous aurons pour la première fois en France réellement les outils qui vont nous permettre de changer le pays. C'est pour ça l'élection de Mélenchon, c'est pas la solution. La solution, c'est nous.
Mélenchon, c'est juste un outil, un moyen qu'on utilise pour débloquer la situation. L'histoire de ce pays, ça reste la nôtre, c'est pas la sienne, d'accord? C'est juste qu'en l'élisant, on se donne enfin le pouvoir qu'on réclame depuis des années. Et tant mieux s'il y a plein d'avis différents. Ça montre que même si Mélenchon est élu président, on gardera des anticorps comme Patchwork par exemple, et ça c'est cool. Ça montre qu'on est méfiant, qu'on sera jamais totalement convaincu et qu'on pourra résister à tout, même aux abus, même aux lâchetés. Et la 6ème République ne fera pas de nous des SOSDEM suiveurs de Mélenchon, jamais. Ça fera de nous des militants encore plus forts, encore plus opiniâtres, qui auront le pouvoir de réellement changer le pays, et bordel, c'est de ça dont on a besoin en ce moment. Donc pour simplifier, mon avis, c'est qu'au moment des Gilets jaunes, il fallait passer des nuits blanches sur les ronds-points parce que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là, précis. Il fallait s'investir à fond là-dedans, quitte à se fatiguer beaucoup. Pendant le pass sanitaire ou pendant le convoi des libertés, c'est pareil, il fallait prendre position, même si ça pouvait être un peu plus compliqué d'articuler les trucs. Mais il fallait prendre position parce que c'était à ce moment-là la chose la plus importante. Et à mon avis, dimanche, la chose qu'on doit faire, c'est pas passer des nuits blanches, c'est pas aller faire des manifestations jusqu'à Bruxelles en voiture, non, c'est prendre 15 minutes pour voter Mélenchon. Parce que c'est là où il y a une vraie solution qui s'offre à nous, et dans le pire des cas, on aura perdu 15 minutes. Mais je préfère perdre 15 minutes pour avoir une chance de s'épargner Macron pendant 5 ans. Et surtout que Mélenchon, il n'est pas à 5%, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, je sais pas, pendant qu'on fait la vidéo qui est à 17,5 là, qui arrête pas de monter et qui peut réellement accéder au second tour. Donc ça va se jouer à que dalle cette histoire. Et du coup, si ça se joue à 100, 200, 300 000 personnes, ça veut dire que c'est nous qui décidons en réalité. C'est nous qui décidons. Et de toute façon, nous, de notre côté au Canard, quoi qu'il arrive, on va continuer le taf. C'est juste qu'au bout d'un moment, on aimerait bien quitter ce rôle de contestataire qui fait des vidéos sur Macron 3 fois par semaine, et qu'on espère autre chose que compter nos défaites jusqu'à la fin de notre vie. Rien n'est idéal, mais pour avancer, il faut mettre un pied devant l'autre et il faut tenter des trucs. Alors nous on va tenter ce truc-là. Voilà, on fait ce que vous voulez. Et de toute façon, amis réfractaires, qu'importe le chemin, on y arrivera. C'est juste que le plus tôt sera le mieux, quoi. Plus tôt on aura récupéré la démocratie, plus tôt on aura aboli la misère et plus tôt on aura libéré Assange, mieux on se portera. Là on a une occasion. Il ne s'agirait pas de la regretter le soir du premier tour, quoi. Ah oui, on va faire un live à partir de 19h, on sera avec Emeric et Calivision pour commenter justement toute cette élection-là. Donc ce sera en live sur YouTube et sur Twitch. Voilà. Sur ce, des bisous et puis à la prochaine.